Bonsoir tout le monde. Pour cette troisième séance, on va voir comment un problème politique peut déboucher sur des questions de philosophie morale. Et ce problème, il est bien connu évidemment, c'est la question du procès de Adolf Eichmann. Ce procès, Hannah Arendt en entend parler vers la fin de l'année 1960, où on apprend que Eichmann a été enlevé, on ne sait pas encore que c'est par le Mossad, mais ça va se confirmer, en Argentine où il était réfugié et a été transféré en Israël. Le procès va avoir lieu en avril 1961. Arendt, dès qu'elle l'apprend, demande au journal avec lequel elle collabore, le New Yorker, de l'envoyer comme correspondante du journal pour assister à ce procès. C'est très important pour elle, aussi par rapport à son propre passé, et elle l'obtient. Donc elle va assister au premier mois du tribunal, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'interrogatoire d'Eichmann lui-même et les auditions des premiers témoins. Après, il va encore y avoir des mois de témoignages et de délibérations, au bout desquels, comme vous le savez, après 1 an à peu près, où Eichmann aura été condamné, aura fait appel, aura été recondamné par le tribunal d'appel et puis aura vu le refus d'une demande de grâce présidentielle, finalement, il sera pendu. Mais Hannah Arendt, après donc, ce seul mois qu'elle passe à Jérusalem, va mettre 2 ans à rédiger son ouvrage qui s'appelle donc Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal, qui sera très controversée et elle va être même assez vigoureusement attaquée, mais pour des raisons qui sont en grande partie basées sur des mécompréhensions ou qui sont focalisées sur des questions qui, dans son livre, n'occupent pas une très grande importance. Donc, pour aller vite sur les raisons, disons, très secondaires et superficielles, il y avait le fait qu'elle dénonçait la coopération des conseils juifs dans l'organisation de la déportation. Le fait que, mais elle n'était pas la seule à le faire, c'était quand même basé sur des documents, ça n'a pas vraiment été mis en question comme fait, mais enfin, on disait de la part d'une juive, elle n'aurait pas dû insister là-dessus. Elle ne montrait pas dans son ton, dans sa manière de s'exprimer, beaucoup de compassion pour les victimes, et de fait, elle a revendiqué le fait de ne pas utiliser de pathos ni d'emphase, comme justement elle en entendait tout le temps au tribunal. C'était quelque chose qu'il avait assez bien horripilé, ce qui signifie vraiment pas du tout qu'elle ait été insensible, évidemment, à ce qui se racontait. Et pour moi, la phrase qui suffit pour tout le livre, c'est quand elle dit qu'elle a entendu des choses à se faire dresser les cheveux sur la tête. Et le simple fait qu'elle dise ça, pour moi, suffit à faire comprendre qu'effectivement, elle a éprouvé ça. Mais on lui a reproché, effectivement, de ne pas, disons, montrer plus d'émotion, plus d'amour même pour le peuple juif dont il était question. Et puis aussi, elle s'est interrogée sur le rôle politique de ce procès de la part du gouvernement d'Israël et en particulier de Ben Gurion, qui était son premier ministre. Elle n'est pas la seule non plus à l'avoir fait. Et évidemment, il y a eu, ça ne tombait pas par hasard dans un certain contexte politique. Bon. Passons sur ces questions-là qui ne sont pas, disons, notre objet philosophique. Et voyons maintenant la principale mécompréhension qui a concerné justement l'expression même de banalité du mal. Elle a été très mal comprise. Beaucoup ont pensé qu'il s'agissait de banaliser les crimes nazis, donc de faire comme s'ils étaient de peu d'importance, comme s'ils étaient des crimes ordinaires. Ce qui n'était pas du tout, mais alors là, pas du tout le sens qu'elle voulait y mettre. En fait, comme on va le voir, ce qu'Hannah Arendt voulait dire par là, c'était premièrement que Eichmann était un homme banal. Lui, en tant que personne, on va voir assez amplement pourquoi il donnait cette impression. Et ensuite que le mal était devenu dans la société allemande quelque chose de banal, c'est-à-dire tout le monde était habitué, tout le monde avait accepté, il y avait ce qu'elle appelait un effondrement moral de toute la population allemande, et donc d'où la passivité par rapport à ce qui se passait. Bon, on va y revenir, c'est évidemment le sujet principal. Mais il faut d'abord voir les faits, ce qui s'est déroulé, qui était Adolf Eichmann et ce que exactement Arendt dit dans son livre. Donc elle commence par présenter le tribunal et
le contexte politique dans lequel ce tribunal a eu lieu. Elle présente le procureur général donc, comme un homme directement inspiré par Ben Gurion et comme quelqu'un aussi qui était assez agressif par rapport à la passivité, non pas par rapport aux gens, mais par rapport à la passivité des Juifs qui avaient été des survivants, quoi. Curieusement, on a reproché à Arendt ce qui en fait elle-même reprochait au procureur. Ce qui l'avait choqué quand même chez le procureur, c'était le nombre de fois où il avait demandé à des témoins « Et pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas révolté? Pourquoi vous êtes laissé faire? Pourquoi vous avez suivi? Pourquoi vous avez accepté ?» Bon, ça fait partie du cadre politique, disons, d'après elle, où il y avait vraiment de la part des Juifs d'Israël une dichotomie entre eux-mêmes qui se voyaient comme des résistants et puis ceux qui avaient été victimes et qui le voyaient comme pas assez résistants, en tout cas. Bref, après cette introduction, elle parle de Eichmann lui-même. Donc Eichmann, c'est un Allemand qui est né en Autriche, donc dont la famille habitait l'Autriche, et qui, c'était une famille de petite bourgeoisie, pas très importante, qui était très peu brillant à l'école. Il n'a pas terminé sa scolarité, il a commencé par faire des petits boulots. Il a été représentant pour une compagnie pétrolière. Bon, un type sans envergure, sans importance. En 1932, il se retrouve au chômage et il rencontre un ami de sa famille qui est le fameux Kaltenbrunner, qui sera après directeur des services de renseignement. Et Kaltenbrunner lui propose d'entrer dans la SS autrichienne et Eichmann, en tout cas d'après ce qu'il dit pourquoi pas. Et donc sans grande conviction, il entre dans la SS autrichienne. Un an plus tard, il est toujours sans travail, il retourne en Allemagne et entre dans la SS allemande. Il demande d'être affecté au service de renseignement. Et donc on l'affecte au service de renseignement qui concerne plus particulièrement d'abord les francs-maçons. Alors peut-être parce qu'en fait il avait lui-même en Autriche fréquenté vaguement une sorte de société secrète qui ressemblait un petit peu à la franc-maçonnerie. Donc Kaltenbrunner l'avait dissuadé de continuer cette mauvaise fréquentation, mais bon, il connaissait un peu ce milieu, alors on l'affecte à ce renseignement. Et puis après quelques mois, on le déplace au renseignement sur les Juifs. Donc il se met à se documenter sur les Juifs, et c'est alors qu'il lit le livre de Theodor Herzl, Der Judenstaat, qui est le livre fondateur du sionisme. C'est le livre dans lequel Herzl émet l'idée que le seul endroit où les Juifs pourront être en tranquillité, pourront être à l'abri, c'est dans leur propre État. Tant qu'ils n'auront pas leur propre État, ils seront persécutés, ils seront massacrés partout, et ça ne fera qu'empirer, dit-il. Eichmann dit qu'il a été tout de suite convaincu par cette thèse. Il a été tout de suite convaincu que c'était effectivement ça qu'il fallait faire, qu'il fallait réunir, donner aux Juifs leur État. Il disait « Je me suis battu, avec idéalisme même, je me suis battu pour que les Juifs aient un sol sous leurs pieds, leur propre patrie. » Et de fait, dans les premières années de son activité, effectivement, il déploie beaucoup de zèle pour ça, parce qu'on l'affecte justement à ça. Il faut savoir que de 1933 à 1938, les lois de Nuremberg avaient établi une ségrégation, un apartheid total entre la population juive et non juive, mais qui, d'après Arendt, ne faisait que légaliser ce qui était déjà une ségrégation de fait. Enfin, peu importe. En tout cas, jusque-là, l'idée était simplement de prendre des renseignements. Mais à partir de 1939, tous les services de sécurité, de police et de renseignement sont fusionnés par Himmler en ce qu'on appelle par le sigle RSHA, c'est-à-dire l'Office central de sécurité du Reich. Et une des sections, la section 4 de cet office central, c'est la Gestapo. Alors donc l'ensemble est dirigé donc sous la houlette de Himmler, mais dirigé par Heinrich, qui meurt en 1942 et est remplacé par Kaltenbrunner, donc celui-là même que Eichmann avait connu en Autriche. Le chef de la Gestapo est Müller, et en dessous de cette hiérarchie-là se trouve dans la sous-section B4 Eichmann, donc qui est à la tête du service qui est plus particulièrement affecté aux affaires juives,
Et donc, dans un premier temps, il s'agira de... en fait, on est passé à la deuxième phase. Hein, après la ségrégation, la deuxième phase, c'est l'expulsion. Donc, il s'agira de faciliter l'émigration forcée des Juifs hors d'Allemagne et d'Autriche. Et il est en 1939, donc Eichmann est envoyé en Autriche, à Vienne, pour réaliser cette émigration forcée des Juifs autrichiens. Il va effectivement en expulser quelques milliers, y compris des membres de sa propre famille qui étaient juifs et qui l'aident à passer en Suisse. Eichmann a toujours dit qu'il n'avait absolument aucune tendance antisémite, que il y avait des juifs dans sa famille, les juifs, il avait bien compris qu'il y avait un problème de cohabitation qu'il fallait régler, donc l'émigration, pourquoi pas. Et en fait, il s'avère qu'il est très bon, très efficace pour tout ce qui concerne des négociations. Par exemple, il doit négocier avec des États d'accueil pour tous ces juifs qui sont expulsés, et il arrive très bien à obtenir pour eux des passeports, des visas. Il négocie aussi, il aide à la création d'un fonds de solidarité entre les Juifs pour que les plus aisés aident ceux qui n'ont pas les moyens à immigrer, parce qu'il fallait il fallait montrer qu'on avait l'argent nécessaire pour être accueilli dans un autre État. Donc il arrange tout ça avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de zèle, et il est très content. Il dit qu'à ce moment-là, il réalisait vraiment ce qui lui semblait le mieux qu'il y avait à faire. Tout ça était toujours dans son idée que les choses allaient s'arranger comme ça, qu'ils allaient sortir, puis qu'ils allaient fonder leur État. Et en 1940, il est assez persuadé aussi par ce qu'on a appelé le plan Madagascar, c'est-à-dire l'idée que cet État juif pourrait être fondé sur l'île de Madagascar. Bon, ce plan, d'après Hannah Arendt, n'a jamais été pris au sérieux par les autorités nazies. C'était plutôt un peu un écran de fumée pour cacher le fait qu'ils avaient déjà décidé, en réalité, l'extermination. Mais l'ordre d'extermination n'arrive qu'en 1941. Donc c'est à ce moment-là, en 1941, que Hitler déclare l'expulsion, ça suffira jamais, il faut les exterminer. Et du coup, Eichmann, de nouveau, il est à l'endroit qu'il faut, hein, il est directeur de la section concernée, et donc on le charge d'organiser tous les transports vers les camps d'extermination. Et il le fait avec le même zèle que tout ce qu'il a fait jusque-là. Donc là, évidemment, il y a quand même une sorte de passage, puisqu'il ne peut plus dire que ça correspondait à son idéal d'État pour les Juifs. Et le tribunal lui a demandé à un certain moment s'il avait des scrupules de conscience, hein, à être passé comme ça, de ce qu'il pensait encore être quelque chose de bien vers l'extermination. Il a dit que oui, il avait eu des scrupules jusqu'à la conférence de Wannsee. Conférence de Wannsee en janvier 1942. C'est une réunion de l'ensemble des hauts responsables de tous les ministères qui avaient quoi que ce soit à voir avec la solution finale. Ça faisait beaucoup de monde sous la présidence de Heydrich. Et Eichmann était une sorte de secrétaire qui regardait ça comme un tout petit homme avec toutes ces personnes les plus haut placées de la nation. Et là, il dit qu'il a pris conscience que, en fait, donc parmi tous ces gens qui étaient de la classe supérieure, d'une classe sociale et culturelle bien plus élevée que la sienne, il n'y a pas eu une seule protestation. Donc dans le fait qu'ils devaient tous coopérer, tous collaborer à ce plan, il n'y a pas eu une seule protestation. Alors il a dit, qui je suis moi, hein, pour mettre en question ce que tous ces gens supérieurs à moi acceptent. Enfin, c'est du moins le discours qu'il a tenu au tribunal. Et de fait, Arendt dit « Il n'existait pas une seule organisation ou institution publique en Allemagne qui n'ait été impliquée dans des actions et transactions criminelles, du moins pendant les années de guerre. » Et ça, elle le montre, hein, elle cite tous les exemples. Toutes les associations étaient en fait complètement inféodées au parti. Si elles ne l'étaient pas, elles disparaissaient. Donc toutes étaient d'une manière ou d'une autre impliquées. Bon, qu'est-ce qui arrive après la guerre à Eichmann ? En 1945, il est arrêté, interné dans un camp de prisonniers. Il arrive à s'évader, à avoir de faux papiers. Il se cache en Allemagne d'abord, sous une fausse identité. Puis, il parvient à sortir de l'Allemagne et, par un réseau
d'exfiltration des nazis, un réseau principalement ecclésiastique. Il arrive à obtenir un visa pour l'Argentine et il se réfugie en Argentine où il vit donc sous un faux nom jusqu'à ce qu'il soit repéré. On a retrouvé tous les détails plus tard et donc enlevé en 60 par le Mossad. Donc il finit bien par être condamné et exécuté. Alors, quelle a été la ligne de défense de son avocat? Donc, son avocat de la défense, c'est Robert Servatus, qui avait déjà défendu certains criminels accusés à Nuremberg, au procès de Nuremberg. Alors, sa ligne de défense s'en est tenue à l'idée qu'il n'était pas coupable parce qu'il n'avait fait qu'exécuter des ordres et ce, dans un cadre juridique qui était celui de l'époque et où l'entièreté des codes allait dans ce sens. Donc le problème était que non seulement il exécutait des ordres de ses supérieurs, mais en plus, il ne pouvait même pas contester ces ordres au nom d'une illégalité, au nom d'un cadre juridique auquel ces ordres ne seraient pas conformes, puisqu'en fait, ils étaient conformes à ce cadre juridique. Donc ça pose évidemment le problème de que fait un individu quand l'État lui-même, quand les lois elles-mêmes lui disent de commettre des actes criminels. Bon, mais cette défense n'a pas été très efficace. Notamment, on a fait remarquer à Eichmann que quand il était en Hongrie, donc en 1944, il avait été envoyé en Hongrie pour organiser la déportation des Juifs hongrois vers les camps d'extermination. À un certain moment, en 1944, Himmler avait senti le vent tourner. Il avait senti que la victoire allait passer aux Alliés, et donc il avait un peu essayé d'assurer ses arrières en ordonnant d'arrêter les déportations, et même, semble-t-il, de démanteler les camps. Bon, Himmler finira par se suicider en 1945, parce que, pour éviter le procès. Mais donc, Eichmann, lui, a continué. Donc, Himmler lui a donné l'ordre d'arrêter la déportation, il a continué. Alors, on lui dit, donc, vous pouviez désobéir aux ordres, vous pouviez parfois désobéir à des ordres. Mais alors, il répond que, en fait, ses supérieurs directs, Müller et Kaltenbrunner, continuaient à lui donner les mêmes ordres et surtout, Hitler lui-même n'avait pas changé d'avis. Or, Hitler, c'était justement l'incarnation même de la loi. Ce que le Führer disait, si un de ses subordonnés le contredisait, c'était le subordonné qui était dans l'illégalité. Himmler était donc dans l'illégalité. Il ne fallait pas obéir à ces ordres-là. Donc toujours, sa défense a été « j'étais dans la plus stricte légalité ». Mon souci principal était d'être toujours dans la légalité, et la légalité, c'était ce que disait Hitler. Et Hannah Arendt, elle renchérit là-dessus parce que c'était quelque chose qu'elle avait déjà montré dans son ouvrage sur le système totalitaire, que le système effectivement fonctionne comme ça. La parole du Führer est la loi. Il peut la changer d'une heure à l'autre, et à ce moment-là, toute la législation s'adaptera à la nouvelle parole. Donc on est dans un système complètement arbitraire du pouvoir d'un seul. Ça, c'était quelque chose de bien établi, il ne faisait que confirmer ça. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que Eichmann invoquait même l'impératif moral kantien. Alors, l'impératif, plus exactement, la maxime de l'action morale chez Kant, qui dit veille toujours à ce que le principe de ton action puisse devenir le principe des lois générales, puisse être généralisé à toute la société. Et il évoque ce principe, il le récite, il le dit sous la forme de « j'ai toujours veillé à ce que le principe de ma volonté puisse devenir le principe général de la loi. » Mais Arendt précise qu'en fait, il le comprenait dans un tout autre sens. Parce que Kant, quand il formule cette maxime, il veut dire que, ce qu'il vise, c'est l'autonomie. Ce qu'il vise, c'est que l'individu pose sa propre loi, mais en posant sa propre loi morale, il a en tête le fait qu'elle doit pouvoir être reprise, être la même loi pour tout le monde. Mais lui, Eichmann, en fait, il l'a compris à l'inverse. Il a dit, j'ai toujours fait en sorte que ma propre loi soit la même que la loi du Führer, que mon principe d'action soit le même principe que celui du Führer. Et donc, évidemment,
il était dans une soumission totale par rapport à ce que édictait le Führer. Mais c'est quand même curieux qu'il évoque ça. Évidemment, ça veut dire, ça montre qu'il avait quand même une certaine conscience de ce qu'étaient des principes moraux. Mais simplement, il croyait toujours être du côté de la légalité. Un autre exemple qui indique cela, c'est ce respect, comment dire, presque maniaque de la légalité. C'est que toujours quand il était en Hongrie, il s'indignait contre des gens d'autres bureaux, parce qu'il y avait beaucoup de services qui faisaient la même chose. En fait, ça aussi, c'est une caractéristique du système totalitaire, qu'il y a beaucoup de redondance entre les services, et que donc, il y a beaucoup de fonctions qui sont accomplies par des gens donc, qui appartiennent à des ministères différents, mais bon, et donc qui se rendent plus ou moins dans les pattes. C'est aussi une manière de contrôler tout ça. Donc, il se plaignait que des gens d'autres services, en fait, acceptaient de sauver des Juifs, non pas du tout par idéal, mais pour s'emparer de leurs biens, en échange de leurs biens, donc par corruption. Et lui, alors vraiment, il était fier de dire que ça n'aurait jamais effleuré, jamais il n'aurait voulu être corrompu. Et alors, même au niveau du gouvernement hongrois, c'est un gouvernement qui, à l'époque, était fasciste et antisémite, et qui n'avait aucun problème à voir réaliser une épuration ethnique par les nazis, donc qui a collaboré sans aucun problème. Mais même là, Eichmann était indigné que ce gouvernement hongrois essayait de récupérer pour lui-même les biens des Juifs déportés. Et là aussi, donc, il a mis tout son zèle à assurer que les biens des Juifs allaient bien au Reich. Donc, de nouveau, une sorte de revendication d'honnêteté. Moi, j'étais honnête, je veillais à ce que ça aille bien dans les bonnes caisses. Alors, cette soumission extraordinaire, extrême à la loi et à la légalité, alors même que moralement elle est condamnable, va de pair, selon Arendt, avec la tendance de Eichmann à parler toujours par cliché, par phrase stéréotypée, par expression convenue, par expression proverbiale. Donc en fait, tout un mode d'expression qui n'a rien de personnel, comme s'il évitait vraiment de dire des phrases qui lui soient personnelles. Il ne répétait que des phrases communément admises, qu'on entendait tout le temps, des stéréotypes. Ça l'a beaucoup frappé, et elle l'a mis en relation avec ce qui était manifestement chez lui un refus de penser par lui-même, un refus de réfléchir à ce qu'il faisait par lui-même. Donc le fait de se calquer systématiquement sur la parole d'un autre et de faire strictement ce qui était ordonné par un autre. Alors elle va évidemment approfondir énormément cette dimension-là, la pensée par soi-même, juger par soi-même. C'est ça qui va ultimement pour elle être le moyen de résistance à une coupe aussi, une chape de plomb comme ça peut être dans un tel régime. Mais bon, ça ce sera pour la semaine prochaine, où on verra vraiment comment elle arrive ultimement à mettre en évidence ces facultés-là. Donc Arendt, elle utilise donc l'expression banalité du mal, comme je l'ai dit, donc d'une part pour décrire ce petit homme ambitieux, certes, parce que souvent il montre qu'il est ambitieux, il dit que il a même du ressentiment par rapport aux gens qui montent plus vite les échelons que lui et qui ne le mériteraient pas. Il tient voilà, à faire valoir son mérite, à le faire reconnaître et à être récompensé. Donc il est ambitieux, mais d'une ambition qui n'est pas prête à sauter les échelons. Je veux dire, c'est une ambition qui veut être simplement justement rétribuée pour tout ce qu'elle fait, ce qui explique effectivement la minutie, le zèle avec lequel il a accompli ses fonctions. Mais donc ce petit homme, certes ambitieux, mais enfin un peu médiocre, surtout elle dit, ce qui est vraiment frappant, c'est que c'est quelqu'un qui n'était pas fanatisé idéologiquement, il n'était pas vraiment convaincu de l'idéologie nazie, disons, il aurait obéi de la même façon à n'importe quel gouvernement. Il n'était pas antisémite, enfin du moins, alors là, d'autres ont dit que si, mais bon, peu importe. Et il n'avait pas de haine, en tout cas, ce n'était pas quelqu'un qui était agité par la haine ou la brutalité ou une profonde personnalité destructrice. Et il n'avait absolument rien à voir avec tous les monstres tortionnaires qu'on avait vus dans d'autres témoignages. C'était quelqu'un, au contraire, qui disait qu'il n'avait jamais pu se rendre dans un camp
d'extermination parce qu'il ne pouvait pas supporter de voir ce qui s'y faisait. Donc il organisait les convois, mais il ne supportait pas d'y être et de voir ce qui s'y faisait. Il disait, enfin il trouvait important d'affirmer qu'il n'avait jamais tué personne, ni donné l'ordre de tuer quelqu'un. Bon, mais évidemment, il était néanmoins une pièce indispensable à ce que ce massacre se fait. Et ça, il l'a reconnu. Il a reconnu qu'il avait coopéré à ce qu'il a reconnu aussi comme l'un des plus grands crimes de l'histoire de l'humanité. Donc quelque chose de... Voilà, je n'ai pas participé directement, je suis incapable de tuer quelqu'un directement, mais je participe à toute l'organisation qui, évidemment, permet de le faire. Donc ce n'est pas quelqu'un dont on pourrait dire qu'il est profondément un esprit du mal. Hein. Ce n'est pas un monstre, ce n'est pas une personnalité diabolique. Alors que bon, certains essayaient de le faire passer pour ça. Donc comment expliquer que quelqu'un comme ça, d'ordinaire, sans haine, pourtant commettre des choses pareilles? C'est ça qu'elle a essayé d'expliquer. C'est pour ça qu'elle est allée un petit peu plus loin. Et donc, elle va d'abord refuser un raisonnement qui a été beaucoup utilisé par les accusés depuis le procès de Nuremberg, qui disait que, en fait, vu que tout le monde en Allemagne était soumis aux mêmes lois, aux mêmes conditions, en fait, n'importe qui, à leur place, aurait fait la même chose. Il disait, tout Allemand aurait été tout aussi coupable que moi s'ils avaient été à mon poste. Et donc, par conséquent, puisque tout le monde l'aurait fait, c'est quelque chose qui n'est pas condamnable. C'est l'aboutissement du raisonnement. Et Hannah Arendt refuse absolument ce raisonnement. Elle dit que c'est vraiment un sophisme, parce que, premièrement, on ne peut pas démontrer, on ne peut pas savoir, puisqu'ils ne l'ont pas fait, ce que les autres auraient fait s'ils avaient été à une autre place, on ne peut pas le savoir. Et ensuite, il y a une énorme différence entre ce dont on est éventuellement capable et ce qu'on réalise vraiment. Ce qu'on juge dans un tribunal, c'est ce qu'un individu a vraiment fait. On juge des actes, on ne juge pas des potentiels. Donc, ils sont jugés pour leurs actes. Et elle ajoute aussi qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu une culpabilité collective de tous les Allemands, parce qu'en fait, la culpabilité, elle est strictement individuelle. Un tribunal doit juger ce qu'a fait un individu en tant qu'individu. Certes, l'individu est influencé par l'environnement social, mais cette influence, on peut éventuellement en tenir compte dans les circonstances atténuantes, rien de plus. C'est le sens du premier texte que vous avez sous les yeux. L'ennui avec Eichmann, c'est précisément qu'il y en avait beaucoup qui lui ressemblaient et qui n'étaient ni pervers ni sadiques, qui étaient et sont encore terriblement et effroyablement normaux. Du point de vue de nos institutions et de nos critères moraux de jugement, cette normalité était beaucoup plus terrifiante que toutes les atrocités réunies, car elle supposait, les accusés et leurs avocats le répétèrent 1000 fois à Nuremberg, que ce nouveau type de criminel, tout hostis humani generis, donc ennemi du genre humain, qu'il soit, commet des crimes dans des circonstances telles qu'il lui est pour ainsi dire impossible de savoir ou de sentir qu'il fait le mal. Donc voilà ce qui est redoutable, c'est que une ligne de défense possible pour ces criminels est de dire les frontières du bien et du mal avaient été complètement changées, complètement déplacées. Ce qui était le bien, c'était ce que disait la loi, et on n'avait plus de repères pour juger autrement. Ou alors quels auraient été ces repères. Mais Arendt, elle veut justement retrouver ces repères. Et c'est ça tout l'effort qui va suivre cette année-là, qui va suivre dans l'œuvre de Arendt. Ce sera un effort pour essayer de comprendre comment, dans un environnement où effectivement le bien et le mal ont été redéfinis d'une toute autre façon, comment un individu peut avoir des ressources, quelles facultés peuvent être mises en œuvre pour néanmoins penser autrement. Et elle dit elle remarque que ce n'est pas du côté des gens les plus attachés aux valeurs traditionnelles qu'on va trouver nécessairement le plus de recours. Elle constate en effet que toute la bonne société allemande, toute la société traditionnaliste, y compris les églises, ont cédé aux nazis, ont très peu résisté.
Et donc, elle dit que c'est les valeurs traditionnelles avec lesquelles pourtant ils avaient été éduqués, ils avaient été élevés, ils avaient été construits par ces valeurs, ne les ont pas empêchés donc, de sombrer dans cette nouvelle définition du bien et du mal. Alors, on peut dire évidemment, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils n'avaient plus la notion du bien et du mal qu'ils avaient apprise, ils l'avaient toujours. On peut dire que c'est simplement par manque de courage. Mais enfin, elle réfléchit au fait que, en tout cas, le fait d'avoir été élevé dans certaines valeurs ne suffit pas à résister quand on balaye ces valeurs et qu'on les remplace par d'autres. Ça ne suffit pas. Alors, on va lire le deuxième texte. Certes, il importe aux sciences politiques et sociales de savoir qu'il est dans la nature même du gouvernement totalitaire, et peut-être est-ce la nature de toute bureaucratie, de transformer les hommes en fonctionnaires. Donc, c'est l'argument du rouage. Hein. On a invoqué beaucoup aussi cet argument-là de dire « je ne suis qu'un rouage de la machine, ce n'est pas moi qui décidais, hein, j'étais pris dans un processus dont je n'étais absolument pas maître et donc je ne pouvais pas faire autrement. » Donc c'est contre cet argument. Elle dit « bon, certes, bien sûr, la tendance de tout État bureaucratique, et pas seulement totalitaire, hein, est de transformer chaque homme en fonctionnaire, en simple rouage de la machine administrative, et ainsi de les déshumaniser. On peut longtemps discuter, et avec profit, du règne de personne, qui est la vérité de la forme politique connue sous le nom de bureaucratie. Il faut seulement avoir clairement à l'esprit que la justice ne peut prendre ces facteurs en considération que dans la mesure où ils constituent des circonstances du crime. De même, en cas de vol, tient-on compte de la situation économique du voleur, sans qu'elle excuse le vol, ni qu'a fortiori elle l'absolve. Il est vrai que la psychologie, la sociologie moderne, sans parler de la bureaucratie moderne, nous ont bien habitués à évacuer la responsabilité de l'acteur pour ses actes, en les expliquant par tel ou tel déterminisme. On retrouve sa dénonciation de la semaine dernière par rapport à cette tendance à considérer l'individu comme uniquement construit, formé, formaté, même comme on dit actuellement, par les tendances sociales dans lesquelles il a été élevé. Mais qu'elle refuse absolument. Que ces explications apparemment plus profondes des actions humaines soient justes ou pas, voilà qui est discutable. Elle n'en discute pas pour le moment, mais justement, dans les années suivantes, ce problème la hante et chaque fois, il y revient. Mais ce qui est hors des discussions est qu'aucune procédure judiciaire ne serait possible sur ces bases. Bien sûr, une procédure judiciaire, elle suppose que l'individu est libre de ses actes. Si l'individu n'était pas responsable de ses actes, on ne pourrait pas le juger, bien entendu. Il faudrait juger la société tout entière. Et d'ailleurs, elle envisage cette idée de juger un État tout entier, puisque là, manifestement, l'État nazi était tout entier criminel en tant qu'État. Et elle fait remarquer qu'il existe dans le droit une possibilité en fait, non pas uniquement de juger le droit international, hein, c'est-à-dire uniquement de juger les relations entre États. Donc un État peut se retourner contre un autre uniquement au sens où ils ont passé des conventions qui ne sont pas respectées, ou uniquement donc dans les relations internationales. Mais dans la politique intérieure d'un État, par définition, et en accord de tous les systèmes judiciaires, ne peut pas intervenir. Hein. On ne peut pas intervenir dans les affaires d'un autre État. Donc il y a une impossibilité à juger l'État criminel lui-même. Bon, donc effectivement, un tribunal juge toujours des actes, et si la société allemande, dans sa grande majorité, avait collaboré, eh bien, il fallait juger chaque individu séparément pour ce qu'il avait effectivement apporté à ce système, à cet ensemble. Mais c'était chaque individu personnellement qui était responsable. Et donc, en conclusion, elle estime qu'il fallait effectivement exécuter Eichmann, non pas pour des choses dont on l'a chargé et qui n'étaient probablement pas vraies, mais en tout cas parce que, dit-elle, enfin c'est la manière dont elle l'exprime, puisqu'il a refusé, avec tout le système qui était derrière lui bien sûr, puisqu'il a participé à ce refus global d'accepter que les Juifs partagent la terre avec les autres humains, alors les autres humains sont en droit de refuser que lui partage cette terre. Et donc on peut le faire disparaître de cette terre où il s'est arrogé le droit de décider qui pouvait l'habiter et qui ne pouvait pas l'habiter.
Donc c'est pour ça qu'elle pense qu'effectivement on a eu raison de le tuer, et non pas pour des raisons qui sont plus traditionnelles au droit. Et là, bon, là on voit déjà qu'elle a parcouru la philosophie sur ces questions. Pourquoi est-ce qu'on dit d'habitude qu'on a le droit de juger, de condamner un être humain? Bon, c'est parce qu'on dit, ou bien c'est pour protéger la société parce qu'il pourrait récidiver, mais dans ce cas-là, ils ne pourront jamais récidiver, ils ne vont jamais refaire quelque chose comme ça. C'est dans un ensemble que ça peut se faire, ce n'est pas un individu tout seul. Donc, ce n'est pas pour protéger la société de cette récidive. On peut invoquer aussi l'amendement du coupable, le fait de le châtier pour le corriger, mais là, il n'y avait aucun espoir de les corriger, d'autant plus s'ils avaient vraiment été des rouages d'une machine. Et on peut invoquer aussi la compensation pour les victimes, mais enfin, quelle compensation est-ce que ça pouvait leur apporter? Donc, en gros, elle dit aucune des motivations, disons, habituelles ou normales d'un jugement ne pouvait être applicable dans ce cas tout à fait exceptionnel. Donc, ce qu'on pouvait dire, c'était effectivement qui ne pouvait plus partager la terre des autres hommes. Bien entendu aussi, elle plaide pour le crime contre l'humanité, dans le sens où avoir voulu effacer tout un peuple humain de la terre, c'est menacer l'humanité tout entière. D'autant plus, dit-elle, qu'il n'allait pas s'arrêter aux Juifs. Il n'allait pas s'arrêter aux Juifs, il était très clairement dans les plans de Hitler, il avait déjà commencé en Pologne à massacrer un maximum de Polonais, et donc il allait continuer. C'était vraiment quelqu'un qui s'arrogeait le droit de supprimer des pans entières de l'humanité. Donc, l'humanité avait le droit de s'estimer lésée en tant que telle et de proclamer un crime contre l'humanité. Donc voilà, pour le jugement, elle était évidemment tout à fait d'accord qu'il fallait le condamner. Alors, il n'en reste pas moins qu'il faut quand même s'interroger pour comprendre comment cette acceptation du mal a pu se répandre aussi vite dans toute une société et comment certains, malgré tout, y ont résisté. Et d'ailleurs, c'est le moyen par lequel elle va l'interroger, c'est plutôt que de dire comment autant l'ont accepté, elle va plutôt se demander grâce à quoi ceux qui ont résisté ont pu refuser de collaborer. Et on va lire le troisième texte. Donc c'est toujours un extrait de Eichmann à Jérusalem. Dans tous ces procès où les accusés avaient commis des crimes légaux, entre guillemets, puisque effectivement ils correspondaient à la loi, nous avons exigé que les êtres humains soient capables de distinguer le bien du mal, même lorsqu'ils n'ont que leur propre jugement pour guide, et que ce jugement se trouverait en contradiction totale avec ce qu'ils doivent tenir pour l'opinion unanime de leur entourage. Et cette question est d'autant plus grave que nous savons que les rares hommes qui ont été assez arrogants, entre guillemets, pour ne se fier qu'à leur jugement personnel, n'étaient pas nécessairement ceux qui ont continué à obéir aux anciennes valeurs, ni ceux qui étaient guidés par une croyance religieuse. C'est assez étonnant. Elle a écrit d'ailleurs tout un article sur l'attitude du pape, suite à des livres qui avaient paru, qui dénonçaient le fait que le pape n'avait absolument pas protesté, n'avait absolument rien fait pour aider les Juifs, n'était pas intervenu d'aucune façon, n'avait pas du tout utilisé son autorité pour faire quoi que ce soit. Et le reste d'ailleurs de l'Église, très très peu d'ecclésiastiques ont fait quoi que ce soit. Donc on peut dire que c'est pas que les valeurs religieuses, en principe le tu ne tueras point, un religieux n'a pas fonctionné. Puisque l'ensemble de la société respectable avait d'une manière ou d'une autre succombé à Hitler, les maximes morales qui déterminent le comportement social et les commandements de la religion, tu ne tueras point, qui guident la conscience, avaient virtuellement disparu. Ces hommes rares, qui étaient encore capables de distinguer le bien du mal, ne le faisaient véritablement qu'à partir de leur propre jugement, et cela librement. Il n'y avait aucune règle à laquelle obéir, sous laquelle ils auraient pu subsumer les cas particuliers auxquels ils étaient confrontés. Ils devaient se prononcer à chaque cas à mesure qu'il se présentait, car il n'y avait pas de règle pour ce qui est sans précédent. En parlant d'une règle sous laquelle on peut subsumer des cas particuliers, elle se réfère à la notion de jugement chez Kant. En fait, pour Kant, il y a deux types de jugements. Les jugements les plus courants, les plus fréquents, sont ceux où on se contente de juger que ceci appartient à tel groupe de choses, et donc on subsume ce cas particulier sous une notion générale ou sous une règle générale. On dit dans telle situation, voilà, je me trouve dans un cas
de cette situation bien connue où je sais qu'on doit agir de telle et telle façon. Donc une fois qu'on a reconnu sous quelles règles on doit se placer, eh bien, il n'y a plus qu'à l'exécuter et c'est assez simple. Mais il y a des jugements pour lesquels il n'existe aucune règle ou aucune notion générale. J'y reviendrai la semaine prochaine parce qu'elle va étudier un petit peu plus le jugement kantien dans la vie de l'esprit. Mais en tout cas, ici, c'est surtout le fait que cette situation était totalement inédite. Les gens n'avaient jamais été formés dans l'idée qu'ils pouvaient un jour se trouver sous une telle obligation, en n'ayant absolument aucun recours. Et là, alors, elle introduit la notion d'objection de conscience. Elle dit la seule chose qui était possible, c'était l'objection de conscience. Or, l'objection de conscience, on l'a fait aussi au nom d'une autre valeur, bien sûr. On objecte que sa conscience, qu'on a une conscience qui nous interdit de faire quelque chose, mais au nom, effectivement, d'une autre valeur. Donc, il fallait de toute façon avoir cette autre valeur. Et là encore, on ne fait que reculer le problème. D'où vient alors le fait qu'on a cette autre valeur en nous? Si ça ne vient pas ni d'une religion, ni de l'éducation qu'on a reçue avant, d'où ça vient cette possibilité d'invoquer autre chose pour objecter par conscience. Alors, ces réflexions, elle ne les mène pas plus loin dans son ouvrage sur Eichmann. Elle a même dit que l'expression banalité du mal, pour elle, avait été simplement une observation, un constat, et pas du tout une notion réfléchie, qui pouvait devenir un concept philosophique sur la question morale. Pas du tout. C'est seulement après qu'elle a entendu toutes les mécompréhensions à propos de cette notion qu'elle s'est dit, là, il y a vraiment quelque chose à creuser, il faut que j'approfondisse. Et notamment dans une conférence radiophonique qu'elle a donnée en 1964, elle revient sur cette question, et c'est sous le titre « Responsabilité personnelle et régime dictatorial ». Responsabilité personnelle et régime dictatorial. Donc, comment est-ce qu'on peut juger qu'un individu est responsable alors qu'il est forcé par une terreur dictatoriale ou totalitaire? Et elle répond notamment à ce moment-là à l'argument du moindre mal. L'argument du moindre mal, c'est encore un argument qui a été souvent invoqué pour se dédouaner quand on était accusé dans un tribunal. Et il consistait à dire « J'ai accepté ce poste où certes je devais commettre des crimes, mais pour éviter que quelqu'un d'encore plus convaincu que moi occupe ce poste et fasse pire. J'ai occupé ce poste en me disant que je pouvais essayer d'y faire quelque chose, qu'avec le pouvoir que j'avais là, je pourrais peut-être sauver quelques personnes. » Donc toujours l'idée qu'on l'a fait pour pouvoir, malgré tout, minimiser, diminuer un petit peu le mal. Et en se disant, si ce n'était pas moi, ce serait quelqu'un de pire que moi. Bon, mais si chacun dit ça, évidemment, on peut douter que chacun trouve un pire que soi. Mais en fait, le sophisme du moindre mal, elle y répond surtout en disant que quand le mal est à ce point extrême, que ce qui se passait, et que tout le monde connaissait bien, la solution finale, on parle des années où tout le monde la savait très bien, savait exactement ce que c'était. Donc, quand le mal est à ce point extrême, est-ce qu'on peut raisonnablement dire qu'on peut l'amoindrir un peu? Est-ce qu'on peut raisonnablement dire qu'en sauvant quelques-uns et en participant à l'extermination des millions d'autres, on a choisi le moindre mal? Elle dit que c'est absurde d'appeler ça le moindre mal. Et que justement, c'est une technique des régimes totalitaires, bien connue, elle avait fait remarquer aussi déjà auparavant, d'habituer progressivement les gens au mal, justement, en leur donnant l'impression qu'ils pouvaient choisir le moindre, en leur donnant l'impression qu'ils pouvaient faire un peu moins grave. Mais par engrenage, ils arrivaient de toute façon à faire le pire. Et donc, de toute façon, elle disait, ils auraient dû, par leur jugement personnel, ne pas commencer à entrer dans cet engrenage. Ils auraient dû tout de suite voir que le mal était trop grand. Bon. Alors, je propose de lire un extrait de cette conférence « Responsabilité personnelle et régime dictatorial » qui se trouve dans le recueil « Responsabilité et jugement » aussi. Donc, elle émet de nouveau une nouvelle suggestion, pour expliquer sur quoi se sont fondés ceux qui ont résisté. Je suggérerais donc que les non-participants ont été ceux dont la conscience n'a pas fonctionné de cette manière automatique. C'est très important l'idée d'automatique. Comme si nous disposions d'un ensemble de règles apprises ou innées que nous appliquerions au cas particulier quand il survient.
règle apprise ou innée. Donc, elle ne tranche pas sur le fait que ce serait une question d'éducation ou bien une question de quelque chose que nous avons en nous, parce que beaucoup de philosophes ont invoqué ça. Bien sûr, la loi morale de Kant ou ce qu'on peut appeler ce que Rousseau a appelé la pitié, c'est-à-dire la compassion pour nos semblables, le fait qu'on a vraiment une réticence à voir souffrir nos semblables autant qu'on a une réticence à souffrir nous-mêmes. Donc, toutes ces choses qu'on a essayé de mettre dans l'homme, dans la nature même de l'homme, comme frein, comme obstacle à commettre le pire. Bon, donc ça, ce serait des capacités innées. Donc, devant la suggestion qu'il pourrait y avoir une telle capacité innée ou apprise par l'éducation, elle dit donc en tout cas, ça n'a pas fonctionné quand on s'est contenté d'appliquer ces règles immédiatement. Donc comme si on disait, voilà, dans l'enfance, on a appris à ne pas mentir, alors on ne ment pas. On a appris à ne pas tuer, donc on ne tue pas. Manifestement, ça n'a pas fonctionné. Donc, que nous appliquerions au cas particulier quand il survient, de sorte que chaque nouvelle expérience ou situation soit déjà préjugée et qu'il nous faille seulement réaliser ce que nous avons appris ou possédons par avance. C'est déjà préjugé, c'est déjà jugé à l'avance, il n'y a plus besoin de juger. Il suffit d'appliquer automatiquement la règle. Donc ça n'a pas marché. Sinon, tous les gens qui ont été éduqués, ils n'auraient pas dû suivre. Leurs critères, je crois, étaient différents. Donc ceux qui n'ont pas participé. Ils se sont demandé dans quelle mesure ils seraient encore capables de vivre en paix avec eux-mêmes après avoir commis certains actes. Et ils ont décidé qu'il valait mieux ne rien faire. Non parce que, donc ne rien faire, bien entendu, elle ne parle pas ici des gens qui auraient pu vraiment s'opposer, parce qu'il n'était plus possible de s'opposer. On était dans une telle terreur qu'il était absolument impossible de s'opposer, mais au moins ne rien faire. Ceux qui ne faisaient rien étaient dénoncés par les autres comme des belles âmes qui avaient juste voulu ne pas se salir les mains, mais qui en fait étaient tout aussi responsables puisqu'elles ne faisaient rien. Mais ici, la reine donc défend ceux qui juste ne faisaient rien. C'était le minimum, ne rien faire. Donc il valait mieux ne rien faire, non parce que le monde s'en porterait mieux, ça c'était trop, on ne pouvait pas le faire, mais simplement parce que ce n'était qu'à cette condition qu'ils pourraient continuer à vivre avec eux-mêmes. Ils ont donc choisi de mourir quand on les a forcés à participer. Pour le dire crûment, ils ont refusé le meurtre, non pas tant parce qu'ils tenaient fermement au commandement « tu ne tueras point », que parce qu'ils ne voulaient pas vivre avec un meurtrier, à savoir eux-mêmes. Et en fait, cette idée, elle la reprend de Platon, de Socrate et Platon. Elle en parle assez longuement dans d'autres écrits, du fait que c'est Socrate le premier qui a dit que la principale raison, en fait, pour ne pas devenir quelqu'un de mauvais, c'est qu'on doit vivre avec soi-même, et que vivre avec quelqu'un de mauvais, vivre avec une âme mauvaise, c'est le pire qu'on puisse avoir. C'est la personne qu'on ne peut pas fuir, qu'on ne peut pas éviter. On est condamné à être avec elle, à être elle, et donc c'est le pire qui puisse nous arriver. C'est comme ça que Platon a c'est son principal argument, disons, pour l'éducation à bien agir. C'est ce qui convainc le plus Hannah Arendt aussi. Et alors elle ajoute que pour juger par soi-même, donc, il ne faut pas avoir été une personnalité soumise à une autorité quelconque. En fait, ce qui est important, c'est qu'on ait plutôt une attitude généralement sceptique et de doute. Parce que le scepticisme, le doute devant toute valeur, devant les valeurs traditionnelles, le fait de dire, bon, on nous apprend ça dans l'éducation, est-ce que je suis vraiment convaincue, est-ce que j'ai vraiment envie de me laisser éduquer de cette façon. Donc le scepticisme, le doute sur même ce qu'on nous apprend, sur ce avec quoi on nous forme, est une meilleure école parce que ça oblige à réfléchir et à examiner les choses pour se former une opinion. Et c'est ça qu'il aurait fallu faire. Donc il faut former des personnalités, donc on voit en filigrane se dessiner une sorte de leçon d'espoir pour l'avenir en tout cas, former des personnalités qui réfléchissent à ce qu'on leur inculque plutôt que de l'exécuter automatiquement. Donc que l'éducation ne soit pas un dressage, mais soit une ouverture à réfléchir à ce qu'on fait. Alors il y aura d'autres choses qui viendront aussi la semaine prochaine dans cet ensemble de choses qui peuvent nous donner un peu d'espoir. Et elle rappelle que l'obéissance,
doit être considérée très différemment chez un enfant et chez un adulte. Chez un enfant, elle dit qu'il est normal elle a écrit tout un petit essai sur l'obéissance. Elle trouve que c'est tout à fait normal qu'on demande aux enfants d'obéir dans une certaine mesure, dans la mesure où ils n'ont pas encore totalement tous les éléments pour juger. Ils ne sont pas encore capables de juger de tout. Donc, tout en développant progressivement cette capacité chez eux, on ne doit pas s'empêcher de les faire obéir. Mais pour les adultes, ça ne signifie pas du tout la même chose. Ah oui, et elle dit aussi, un enfant qui commet un acte mauvais par obéissance n'est absolument pas condamnable. Parce que lui, sa position par rapport aux adultes est telle qu'il ne peut pas se dérober à l'obéissance. Mais chez les adultes, ce n'est pas du tout pareil. L'obéissance chez un adulte signifie le soutien. Donc si on obéit à des lois, on les soutient. Par là même, on les soutient. On ne peut pas invoquer le fait « je ne suis pas responsable parce que j'étais obligée d'obéir ». On a toujours la possibilité de refuser d'obéir. Et bien entendu, elle évoque la désobéissance civile, qui, dit-elle, repose sur des valeurs morales. Il faut invoquer quelque chose de moral pour désobéir par rapport à un État, mais qui est un acte politique parce qu'elle a un but politique. Une désobéissance civile, elle a le but de dire « ces lois sont mauvaises, il faut les changer ». Donc, c'est une expression politique et donc elle insiste beaucoup sur l'importance de s'emparer de cette possibilité. Et c'est seulement, conclut-elle, c'est seulement à ces conditions qu'on pourra retrouver quelque chose comme, je cite, « la dignité et l'honneur de l'homme ». Bon, qui était évidemment bien entamé. Je veux dire, il y avait de quoi être désespéré en entendant tout ce qu'elle a entendu. Et donc, je continuerai la semaine prochaine sur l'examen plus précis de ces facultés, comment elles se développent et comment se fait le rapport de l'individu au collectif autour du jugement et de la pensée. Je continuerai la semaine prochaine puisque ça concerne vraiment les dernières années. C'est vraiment seulement dans les dernières années de sa vie qu'elle a pu mettre tout ça vraiment au clair. Mais en attendant, je voudrais terminer par un parallèle avec Günther Anders, puisqu'on l'avait mentionné la semaine dernière. Et de fait, sur la question de la banalité du mal, Anders, d'une toute autre manière, confirme ce que Arendt essaye de suggérer. C'est dans ce petit livre qui s'appelle « La haine », qui traduit en fait le titre allemand qui est l'obsolescence de la haine. Et c'est un livre qui est bâti sur un dialogue fictif entre un président d'un État et un philosophe. Et le président c'est pas un État particulièrement totalitaire, c'est un État banal qui envoie les citoyens faire la guerre. Le président donc commence par être très fier du fait qu'avant d'envoyer ces gens faire la guerre, il leur inculque la haine de leur ennemi. Et il est très fier de ça parce qu'il dit, grâce à ça, d'une part, je compense le fait qu'ils vont risquer leur vie, je leur donne une compensation pour le fait qu'ils vont risquer leur vie, et cette compensation, c'est le plaisir de haïr. Alors, bon, Anders est très virulent toujours, il est toujours très excessif, bon, il y a un plaisir dans la haine. Mais aussi, c'est bien de leur inculquer la haine de l'ennemi, parce que du coup, ça humanise l'ennemi. Parce que pour tuer un être humain, c'est mieux de le haïr que de ne pas le haïr. Si on ne le hait pas, c'est comme si on tuait un animal. C'est comme un boucher qui tue un animal, il ne le hait pas, il n'a pas besoin, c'est un animal, on peut le tuer comme ça. Mais un être humain, non. Pour le tuer, il faut vraiment le haïr. Et donc je leur facilite la tâche. Et en même temps, je reconnais que l'ennemi est bien un être humain. Donc le président est très fier, en fait, d'humaniser de cette manière-là ses propres soldats et les ennemis. Mais en fait, le philosophe lui fait remarquer que pour inculquer cette haine, il doit manipuler complètement l'esprit de sa population. Il doit la manipuler parce que justement, il n'y a pas de bonne raison pour que sa population haïsse l'ennemi qui est à ce moment-là désigné. Il n'y a aucune raison en fait qu'il les haïsse. Et donc en fait, il faut fabriquer de toutes pièces des raisons qui vont leur permettre de haïr. Et ces raisons, alors là je vous renvoie au texte 4. Ces raisons, le grand problème, c'est que les populations ne les demandent pas. Elles se contentent de la manipulation
sans chercher plus loin, sans refuser justement ce vers quoi on voulait pousser. Monter le français contre l'allemand, l'allemand contre le français, ça a été tellement facile avant 14 par exemple, ça a été tellement facile alors qu'il n'y avait aucune bonne raison. C'était juste que dans un climat, c'est tout à fait possible de désigner. Alors bon, évidemment, Anders, il parle aussi de l'antisémitisme, comme haine par excellence, comme, je veux dire, l'ennemi désigné par excellence. Mais bon, donc il dit ceci, le pourquoi de leur combat, donc le pourquoi de leur haine qui les fait aller au combat, ils ont si peu le droit de le connaître qu'ils ne le souhaitent déjà plus du tout le connaître. Donc, ils ont si peu le droit de le connaître, ils n'ont pas le droit de connaître, au fond, pourquoi vraiment ils doivent aller tuer un ennemi désigné par leur État. Parce que s'ils demandaient le droit de le connaître, mais très vite, ils constateraient qu'il n'y en a pas, qu'il n'y a pas de raison d'y aller, ils refuseraient. Donc ils n'ont pas le droit de savoir pourquoi ils doivent combattre contre eux, à tel point qu'ils ne souhaitent déjà plus du tout le connaître. Et ici se trouve la passivité, ici se trouve la soumission. Si non seulement on n'a pas le droit de savoir vraiment pourquoi c'est un ennemi, mais en plus, on a tellement bien intégré qu'on n'a pas le droit que du coup on ne souhaite même plus. Mais à quel point c'est une deuxième étape, il faut bien le comprendre, à quel point c'est plus profond de dire on ne le souhaite même plus. Ok, je n'ai pas le droit de le faire, bon bah tant pis, alors je ne le souhaite pas, je ne le demande pas. Ce que je n'ai pas le droit de faire, je ne le demande pas. Et évidemment, tout est possible à partir de ce moment-là. Si à partir du moment où on interdit de faire quelque chose, les personnes perdent même l'envie de le réclamer, la domination est facile. Donc c'est très grave ce processus. Et alors l'étape suivante, c'est qu'ils ne savent, donc non seulement qu'ils ne souhaitent plus le connaître, et qu'ils ne savent déjà plus du tout qu'ils ne le souhaitent pas. Donc on a un redoublement de l'ignorance. Non seulement ils ne souhaitent plus le savoir, mais ils ne savent même plus qu'ils ne le souhaitent pas. Et c'est tout à fait parallèle, et c'est pas par hasard du tout, c'est tout à fait parallèle à l'oubli de l'oubli chez Heidegger. On reconnaît vraiment cette formule de dédoublement, l'oubli de l'oubli de l'être. C'est-à-dire non seulement la philosophie pour Heidegger a oublié la question de l'être, la question du sens de l'être, mais en plus elle a oublié qu'elle l'a oublié. Donc c'est un effacement beaucoup plus grave. C'est pas seulement qu'elle l'a négligée, qu'elle l'a mise de côté, qu'elle ne la voit plus, mais c'est qu'elle a même oublié qu'elle l'a repoussée et qu'elle n'aurait pas dû la repousser, qu'elle la néglige et qu'elle ne devrait pas. Donc voilà, il y a un processus vraiment d'enfoncement dans la passivité. Parce qu'ils ne savent déjà plus du tout qu'il leur faudrait véritablement le savoir. S'ils voulaient être des personnes qui décident et qui agissent en êtres humains, il faudrait qu'ils le sachent et qu'ils ne fassent que ce qu'ils savent. Alors, il y a un deuxième entretien, ça c'est le premier entretien entre les deux, le président est déjà un peu ébranlé, mais dans le deuxième entretien, il va être bien plus ébranlé parce que le philosophe lui dit qu'en réalité, toute cette construction de haine, toute cette manipulation des gens pour qu'ils aillent tuer qui on leur désigne, en fait, n'est plus nécessaire à l'heure actuelle, puisque avec les armes de destruction massive, et surtout à distance, à très grande distance, on ne voit plus les personnes qu'on tue, donc on n'a même plus besoin de les haïr, on n'a aucun problème, il n'est plus difficile comme il pouvait l'être dans un combat, face à face, il pouvait être difficile effectivement de tuer son semblable sans le haïr, mais maintenant c'est plus du tout nécessaire, et bien sûr il pense à ceux qui ont largué la bombe, toutes les bombes, il prend la bombe atomique comme une quintessence du mal que la technique peut faire, mais bon, n'importe qui largue les bombes est bien loin de sa cible, ne voit pas qui il tue, et cette distance fait en sorte qu'effectivement il n'a pas besoin de haïr. Donc d'où obsolescence de la haine, d'où obsolescence, elle n'est même plus nécessaire. Alors, si certains chefs d'État continuent à manipuler leur population pour les faire haïr, Anders dit que c'est ou bien par bêtise, ou bien pour se faire aimer, pour se rendre populaire, pour se faire aimer de leur population en leur donnant le plaisir de haïr. Donc c'est terrible, mais en même temps, je veux dire, certaines manipulations, effectivement, évoquent bien ça. On pourrait aussi ajouter, ça il ne le fait pas, mais la différence entre l'ennemi extérieur et l'ennemi intérieur. L'ennemi extérieur qui effectivement est loin et auquel on s'identifie peu, donc qui est facile à tuer à distance,
Mais l'ennemi intérieur, je veux dire, celui qu'on côtoie tous les jours, c'est beaucoup plus difficile. Et on n'est pas à distance quand on lui fait du mal. Et donc là, pour celui-là, la haine est sans doute toujours nécessaire. Et c'est sans doute pour ça aussi qu'il continue à avoir des manipulations qui poussent à la haine. Parce que c'est plus contre des ennemis lointains, c'est contre des ennemis proches. Enfin, des ennemis, ce qu'on veut désigner comme tels. Donc, cette étude, en fait, quel est son rapport avec la notion de banalité du mal? C'est cette facilité avec laquelle, en fait, on peut manipuler des gens pour faire quelque chose qu'un État a décidé. Et la dénonciation de Anders, elle est assez terrible parce qu'elle concerne à peu près tous les États. Et pas seulement les États totalitaires, comme c'était le cas chez Hannah Arendt. Bon, voilà, il montre de manière, disons, par un excès littéraire, ce qui est la plus grande menace, en fait, pour tout le monde, y compris pour nous maintenant. Voilà, moi je m'arrête ici pour cette semaine. Il me semble que dans Eichmann à Jérusalem, Hannah Arendt évoque quelque chose qui me paraît vraiment fondamental. C'est dont vous n'avez pas parlé. C'est le fait que tout acte de résistance est très important. Non seulement pour la morale personnelle, le fait de vivre avec soi-même, mais elle fait remarquer à quel point la soumission conforte le système et le rend de plus en plus efficace. L'acte de résistance ébranle le système, et lorsqu'il a une résonance, parce que parfois il a une résonance, on l'a vu au Danemark, on l'a vu en Italie, on l'a vu dans certains pays qui ont refusé de donner leurs juifs, l'acte de résistance a un effet dynamique inverse, c'est-à-dire qu'il ébranle le système totalitaire. Il permet bien sûr de sauver des vies, ça c'est important, mais en même temps, les bourreaux reculent, les bourreaux se sentent mis en question. Donc il y a une véritable dynamique. Lorsque je me soumets, je conforte le système, mais dans un sens très fort. Je le consolide, le système. Je participe à sa dynamique. Quand je résiste, je mets en route une dynamique inverse. Il me semble que j'ai vraiment lu ça chez Arendt. Oui, absolument. C'est très important pour elle. Et d'ailleurs, quand elle fait allusion à l'interrogatoire d'un médecin qui disait que bon, dans les premières années de la guerre, ils voyaient bien ce qui se passait avec les bus mobiles qui gazaient les Juifs, mais qui disait que c'était absolument impossible d'intervenir. Celui qui serait intervenu aurait tout simplement disparu. Et ce qu'il voulait dire, c'est très pertinent parce qu'il disait que le système était tel, et ça, Hannah Arendt l'avait fait remarquer dans le système totalitaire, il était tel qu'on disparaissait sans laisser de traces. Et donc, on ne savait même pas pourquoi quelqu'un avait disparu. On ne savait même pas qu'il avait fait un acte, disons, de résistance et que par conséquent, et donc cet acte pouvait être perdu complètement. Mais alors, justement, elle s'objecte à elle-même qu'il n'y a pas d'acte qui soit absolument perdu et qu'il y aura toujours un témoin pour le raconter, il y aura toujours une mémoire pour le retenir, et d'une manière ou d'une autre, ça, alors même si ce n'est pas efficace tout de suite, parce que dans ce cas-là, ce ne sera pas efficace tout de suite si ça passe aux oubliettes et que personne ne s'en rend compte, mais au moins il restera la mémoire qu'un humain a pu s'élever contre ça. Non, mais sinon, c'est clair. C'est très présent le fait qu'il y a toujours moyen de s'opposer. Et c'est pour ça qu'elle dit qu'obéir, c'est consentir, obéir, c'est soutenir. Si j'obéis aux lois d'un État, je soutiens cet État. Alors, on peut se dire, oui, mais si je ne suis pas d'accord avec les lois d'un État, qu'est-ce que je peux faire? Alors, elle dit, il faut changer d'État. Mais si tous les États sont pareils, qu'est-ce que je peux faire? Alors ça, elle n'y répond pas, parce que ça devient vraiment difficile. Bon,
au temps de Socrate, il pouvait encore dire, si je ne suis pas d'accord avec les lois de ma cité, je vais habiter dans une autre. Ok, mais maintenant, on se trouve dans des États qui sont tous à peu près faits sur le même moule ou pire. Donc, que faire si on n'est pas d'accord? Mais alors, il reste la possibilité de le dire, au minimum, de le dire, de l'exprimer, de faire pression pour que ça change, etc. Donc, et au pire, dans les pires moments de terreur, il restera toujours une mémoire de celui qui, bon, évidemment, s'est sacrifié, mais a fait quelque chose. Ou n'a rien fait, ou s'est abstenu de faire. Oui, moi j'ai beaucoup d'admiration pour la philosophie et pour les philosophes, mais concernant tout ce qui s'est passé à propos de Eichmann, je trouve qu'elle est un petit peu désarmée. Parce que pour moi, la banalité, elle s'analyse que si on y met derrière une acceptation de l'autorité, de l'impunité. Ce qui veut dire en clair que quelque part, on admet qu'il y a une part d'inhumanité dans l'homme et qu'elle peut se développer dans des circonstances telles que celles qui se sont passées pendant le nazisme. Et donc, à mon avis, ça a été démontré par les expériences de migrants qui ont mis en relief qu'effectivement, il y avait peut-être une part, des moments où l'autorité joue, et des moments où il y a une forme d'impunité qui se met en place. Tous ces mécanismes ne peuvent jouer parce que ce qu'elle appelle la banalité du mal, c'est quelque part à l'intérieur de l'individu. Voilà, alors je peux vous dire tout de suite qu'elle n'est pas du tout démunie, qu'au contraire, ça, c'est le premier niveau au-dessus duquel elle passe. Le premier niveau, c'est effectivement de dire il y a quelque chose dans l'homme qui est inéluctablement soumis à l'autorité et il est prêt à tout dans certaines circonstances. Les expériences de Milgram, c'est ça qu'elles ont montré, qu'effectivement, dans certaines circonstances, les gens vont obéir, mais elles ont été très critiquées à juste titre. Je ne sais pas s'il faut s'étendre là-dessus, c'est possible, on peut y revenir, mais en tout cas, ce que Arendt justement veut montrer, c'est que cette soumission à l'autorité, elle n'est pas inscrite dans la nature humaine. Il n'y a pas une nature humaine qui soit soumise à l'autorité. Elle est créée. Elle est créée. Et justement, elle veut voir comment elle est créée. Elle veut déterminer comment on peut faire des êtres humains soumis à l'autorité ou non. Et en cela, elle est très proche de Adorno et Horkheimer qui ont fait une superbe étude pendant la guerre et juste après, dans les années juste après, qui s'appelle la personnalité autoritaire. C'est une étude sociologique. Ils ont pris vraiment avec une méthode sociologique des groupes de gens, c'était aux États-Unis, des groupes de gens qu'ils ont soumis à des questionnaires qui avaient été vraiment très très bien réfléchis pour essayer de voir chez eux les tendances xénophobes, agressives, sexistes, enfin bon, toute une série de tendances de rejet, et pour essayer en les mettant en relation avec le type de rapport avec leurs parents, le type et d'autres traits de personnalité. Donc c'était des questionnaires très très fouillés. Et donc, ils ont montré qu'il y avait vraiment des types d'éducation qui rendaient les gens xénophobes, et ce n'était pas parce que les parents étaient xénophobes, ce n'était pas juste une transmission comme ça, mais c'était justement un rapport à l'autorité qui était un rapport de soumission qui engendrait des frustrations, qui engendrait de l'agressivité. Et donc, toute cette étude très très détaillée, elle débouche en fait un peu sur les mêmes conclusions que ce que Hannah Arendt fait avec pas seulement une méthode philosophique, parce qu'elle le fait aussi avec avec l'aide de simplement la théorie politique, beaucoup d'observations de terrain, mais ça confirme en fait cette idée que la soumission à l'autorité c'est quelque chose de construit et qu'on peut éviter. Bon, donc ça donne, je ne dirais pas que c'est important parce que ça donne de l'espoir, parce qu'il y a des espoirs qui sont des illusions, donc ce ne serait pas intéressant, mais je dirais que ça nous donne une perspective d'action. Ça donne une perspective d'action pour éviter certains types d'éducation qui engendrent ce genre de personnalité. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est le plaisir de haïr. Il y a là que je ne comprends pas ça. Bon,
Anders, il écrit sous forme, disons pas sous forme, si tu veux, d'essais bien argumentés, avec objection-réponse. Bon, ce qu'il fait, c'est un petit pamphlet, hein, c'est comme quelque chose de pamphlétaire avec une fiction, hein, à partir d'une fiction. Mais je pense qu'on peut quand même se représenter ce que ça peut être le plaisir de haïr si on pense à des gens justement qui ont beaucoup de ressentiments parce qu'ils ont beaucoup de problèmes, par exemple, à trouver leur place dans la société, des problèmes de statut trop inférieur par rapport à d'autres, tu vois, beaucoup de frustrations sociales accumulées, beaucoup de ressentiments, de rancœur, et ça peut, le fait de se transformer en haine peut soulager. Tu vois, au lieu de se sentir infériorisé soi, la haine renverse les choses. Elle infériorise l'autre, et ça peut soulager. Donc je pense que oui, on peut comprendre. Alors ce n'est pas des mécanismes justement, ce n'est pas automatique, si c'était automatique on ne serait pas des humains, mais on peut comprendre des tendances de ce type, oui, qu'il y a des gens que ça soulage de haïr, parce que sinon ils seraient trop écrasés. C'est pas un plaisir pour autant. Oui, le soulagement est un plaisir. C'est pas le même plaisir que le bourreau, le sadique, c'est pas ça, hein, c'est pas un plaisir sadique, mais je veux dire c'est un soulagement quoi. C'est plus agréable de haïr que de s'en sentir inférieur. Ah, dans ce sens. Dans ce sens. On peut admirer. Quelle différence fait Hannah Arendt de la disparition généralisée de la conscience morale du ne tuera point dans la société allemande nazie, qui va de l'homme ordinaire jusqu'au chef suprême en passant par tous les corps intermédiaires, et la disparition, je dirais, momentanée de cette conscience morale du ne tuera point dans le procès Eichmann, puisque la peine de mort n'existe pas dans la constitution israélienne, elle n'existe pas au moment du procès Eichmann, elle n'existe toujours pas aujourd'hui. Par contre, tu ne tueras point a disparu le temps d'un procès. Il n'y a qu'un seul homme qui a été mis à mort, exécuté en Israël, c'est Eichmann. Il n'y en a pas d'autre, hein, à ma connaissance. Hein. Donc est-ce qu'elle a parlé de ça? Parce que bon, malgré tout, à un moment donné, le tu ne tueras point a disparu le temps d'un procès. Il me semble qu'au départ, les Israéliens voulaient que ce soit les Allemands qui fassent ce procès, et ils ont refusé. Ils avaient soi-disant pas les structures institutionnelles pour le faire, et donc ils ont été renvoyés à eux-mêmes pour exécuter. Mais dans l'histoire que j'avais approchée, c'était ça. Ça aurait dû être les Allemands. Je sais qu'elle fait la mention d'un autre, il y a un deuxième criminel qui a été exécuté par Israël, il n'y en a eu que 2, elle dit qu'il n'y en a eu que 2, il y en a un autre dont je ne me souviens pas du nom, qui est beaucoup moins connu, mais je ne sais pas, je ne peux pas répondre sur le fait qu'ils aient dû suspendre leur code juridique, je ne sais pas. Enfin, cela dit, ils ont inventé de nouveaux crimes, enfin je veux dire c'est à ce moment-là qu'on a créé de nouveaux crimes. Ça n'existait pas, enfin, c'est pour les criminels nazis qu'on a créé l'idée de crime contre l'humanité, pas de crime de guerre, ça existait, mais de crime contre l'humanité. Et donc, à ce moment-là, il me semble que les crimes contre l'humanité étaient, mais il n'y avait pas encore à ce moment-là. Il n'y en avait pas encore à ce moment-là. Et justement, il y a eu toute une discussion, effectivement, qui devait juger Eichmann. Jaspers, par exemple, il disait qu'il fallait créer un tribunal international, et d'autres le disaient à cette époque, qu'il fallait créer un tribunal international parce qu'en fait, justement, il fallait le juger pour crime contre l'humanité, donc toute l'humanité était concernée et pas seulement un État. Et à ce moment-là, Israël, au contraire, a défendu son droit à le juger en tant que les Juifs étaient les principales cibles. Donc, ils ont quand même revendiqué le droit de le juger. Mais il me semble que le crime contre l'humanité a toujours été considéré comme punissable de mort, mais je ne pourrais pas en dire plus. Je ne crois pas dans la constitution israélienne, la peine de mort n'existe pas. Hein. L'assassin de Rabin n'a jamais été condamné à mort, ils n'ont jamais réclamé la peine de mort. Oui, justement, oui, c'est ça, parce que c'est pas un crime contre l'humanité. C'est l'Israélien qui a jugé Eichmann. Oui, mais ils l'ont, voilà, c'est ça, mais ils l'ont pas jugé en fonction de leur propre code judiciaire, disons de tout ce qui existait jusque-là. Ils ont créé, d'ailleurs, ça a été reproché aussi, parce que elle mentionne pas mal de considérations juridiques du style, bon, on a reproché à ces tribunaux, y compris déjà de juger rétroactivement, parce que les lois
selon lesquelles on les jugeait n'avaient pas encore été écrites. Donc c'est a posteriori qu'on a créé la loi de crime contre l'humanité, parce que le fait avait eu lieu, quoi. Et donc, surtout par rapport à la peine, si tu veux, l'exécution de la peine. Mais à partir du moment où ils ont créé cette notion nouvelle, ils l'ont assortie de la peine de mort. Ouais. Je me demandais, donc si j'ai bien compris, une des solutions proposées, en tout cas par Hannah Arendt, pour s'extirper de cette terreur, ce serait le scepticisme, le doute, qui amène l'ouverture à la réflexion. Et je me demandais, donc encore une fois, si j'ai bien compris le premier cours, si on pouvait le relier à la natalité, au concept de natalité, qui permet d'innover, de faire ressortir quelque chose, même dans des conditions extrêmes. Et ça me fait penser du coup, est-ce qu'on pourrait dire, d'après les concepts d'Hannah Arendt, que Eichmann était dans l'action, dans ce qu'il faisait? Ah bien sûr, il était dans l'action. Oui, il était dans l'action. Tout à fait. Oui, c'est une action politique, bien sûr. Mais par contre, il n'utilisait pas vraiment sa liberté, ni l'action dans un sens personnel. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec la natalité? Oui. Le fait de se trouver devant quelque chose de tout à fait nouveau, puisque la situation elle est inédite, on n'a pas été préparé à cette situation, donc se trouve devant quelque chose de nouveau, ça exige de créer aussi une attitude nouvelle. Donc il faut être capable de créer du nouveau. Et donc il doit y avoir en nous, de nouveau, cette capacité à créer du nouveau, donc à juger de manière nouvelle. Et c'est la même chose d'ailleurs avec les codes judiciaires. Eux aussi doivent s'adapter à l'irruption d'un phénomène nouveau, et donc ils doivent réagir en créant du nouveau. Donc là, on peut dire effectivement que la nouveauté est commune aux deux phénomènes. Et sinon, le début, c'était... Enfin, il y avait encore autre chose. Oui, le scepticisme. En fait, le scepticisme, ça serait plutôt au moment de la formation de la personnalité. Ça serait plutôt ce qu'il faut induire au moment où on forme la personnalité. Donc, c'est pas tellement ce qu'on doit appliquer au moment où on est dans la pire des situations. Dans la pire des situations, il faut être affirmatif plus que sceptique. Mais le scepticisme, par rapport à toutes les idées reçues, permet de tout critiquer, y compris ce qui est dominant à ce moment-là. Voilà. Permet de résister à ce qui est dominant à ce moment-là. Je pense que c'est très intéressant de réfléchir sur le succès de Hannah Arendt, parce qu'en fait, à partir de la publication de Eichmann en Jérusalem, elle était vraiment éloignée de tout le monde juif. Et c'est intéressant parce que la banalité de mail a été traduite en hébreu après le Mein Kampf dans l'année 2000 en hébreu en Israël. Et il y a vraiment une distance très difficile à préparer. Et en fait, une chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y avait un autre gros problème pour tous ces haines contre Hannah Arendt dans les livres, que c'est l'opération d'Arendt de montrer une proximité entre le sionisme et le nazisme, ou quand même une compatibilité du sionisme avec le nazisme. Et je pense que ça, c'est une des raisons principales pour lesquelles je ne suis pas en train de dire que c'est la même chose ou pas, mais je pense que ça, il a provoqué une haine contre la figure d'Hannah Arendt presque au même niveau que tous les discours sur la normalité. Et c'est vrai aussi que maintenant, dans les dernières 15 années, il y a une explosion d'Hannah Arendt en Israël et 2 livres par an ils ont été traduits. Et je pense que c'est vraiment... il a explosé une nouvelle moyen d'utiliser Hannah Arendt comme un outil politique exactement pour un discours sur l'État et la capacité de faire la désobéissance civile dans un État démocratique. C'est tout à fait exact. Sauf que si certains ont pu dire
qu'elle comparait le sionisme au nazisme, c'est vraiment pas dans le livre qu'on peut le trouver. Je veux dire, c'est très 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 loin de ça. C'est vraiment très loin de ça. D'ailleurs, elle a été vraiment très très proche des sionistes, si ce n'est qu'elle pensait que quand même c'était important pour les juifs de rester dans les diverses cultures où ils s'étaient bien intégrés. Elle aurait préféré ça, mais elle n'était pas du tout opposée au sionisme en tant que tel. Alors elle avait beaucoup de doutes sur la politique de l'État d'Israël sous Ben Gurion, donc là elle a beaucoup critiqué une récupération politique des procès contre les nazis. Mais enfin ça restait toujours extrêmement, comment dire, ça restait toujours très très mesuré et vraiment en ne dénonçant que des faits, en disant voilà, Ben Gurion a déclaré ça, il y a vraiment la déclaration, et là on voit que, par exemple, il dit très clairement qu'il veut que le monde entier se sente coupable de ce qui a été fait aux Juifs, ou qu'il veut que, enfin il y a eu les histoires, là ça a été moins explicite, mais que Israël voulait prolonger les dédommagements que l'Allemagne leur versait pour les victimes, et que ça allait relancer évidemment l'idée, la gravité de ce que l'Allemagne avait commis. Enfin bon, oui, elle a des remarques, mais qui sont basées vraiment sur des observations, mais jamais elle dit que... Non, mais elle parle quand même des mariages, problème des mariages, que les Juifs, que l'État d'Israël n'accepte pas qu'un Juif se marie à un non-Juif, qu'il ne reconnaisse pas. Oui. Et elle dit qu'il y a une similitude, que ça ne manquait pas de piment, c'est ça, je pense, que vous voulez... Ça, et aussi, je pense qu'elle montre à travers tous les discours une proximité théorique sur l'État-nation, qui fait tout le discours sur l'État-nation, et par ce point de vue, c'est vraiment... je pense, étonnant pour les sionistes en Israël dans les 62 de lire ça et de lire ses propres proximités. Et si je peux ajouter une autre chose, je pense que c'est aussi intéressant de voir les discours sur la banalité comme une humanisation, aussi un rapport à ce qu'a créé Günther Anders de Eichmann, en parallèle à tous les mouvements de diabolisation, comme ça, de Eichmann, qui était en train de venir en Israël, et tous les process de rendre le nazisme le mal absolu et tout ça. Tout à fait. Donc, effectivement, d'abord, c'est vrai qu'elle désapprouvait totalement l'idée qu'il y ait un État en même temps. Bon, elle le désapprouvait à cause de ce qu'elle estimait être la sphère politique et qui n'avait pas à se mêler effectivement des questions religieuses, et que c'était mieux pour elle que ce soit aussi séparé d'une unité ethnique. Enfin, elle ne voyait pas l'intérêt d'une unité ethnique dans un État. C'est pour ça qu'elle aimait tant les États-Unis, c'était aussi parce qu'il y avait tellement de diversité ethnique, tellement d'immigration différente, que justement on pouvait facilement séparer les questions communautaires de la question politique, et elle trouvait que c'était beaucoup mieux. Donc ça c'est vrai, oui, elle déplorait tout à fait ça, mais ça c'est pas quelque chose de typiquement nazi ou totalitaire. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a des états d'apartheid ne sont pas nécessairement totalitaires, même si évidemment on le déplore. Maintenant, c'est vrai, il y avait la question aussi que maintenant en Israël, il y a toute la vague des nouveaux historiens, des jeunes historiens israéliens. Ils réclament le droit de pouvoir dire la vérité sur l'histoire d'Israël depuis le début, et sur aussi tout ce qui n'a pas été reluisant dans cette histoire. Et ils réclament ce droit en dépit de ce qui était jusque-là une sorte de convention, qui était un juif ne parle pas contre les juifs. Et ils refusent désormais ça, et ça c'est vraiment la position de Arendt, disant, et c'est ça qui l'a vraiment coupé de la communauté juive, et notamment de son ami Gershom Scholem, qui pour lui c'était vraiment ça qu'il ne comprenait pas chez elle. Il disait, comment toi, une juive, tu peux parler contre des juifs? Et elle séparait complètement les choses. Elle dit, si un juif fait une bêtise politique, je dois pouvoir dire qu'il fait une bêtise politique. C'est pas parce qu'il est juif que je le dirai pas. Donc il y avait vraiment une incompréhension sur l'appartenance communautaire et ce que ça empêche de faire. Et maintenant, effectivement, en Israël, ça commence à être levé, quoi. On dit, mais non, il faut pouvoir critiquer quiconque de la même communauté sans se renier, ni quoi que ce soit, quoi. Et sinon, l'autre chose, c'était sur la dernière chose que tu as dit. Sur Eichmann comme être diabolique. Ouais.
Ça, c'était vraiment aussi... Enfin, on voit à quel point ils auraient bien voulu faire de Eichmann, mais je crois aussi parce que c'était celui qu'ils avaient, quoi. Ils en tenaient un, et ils auraient bien voulu que ce soit vraiment la quintessence de tout le mal nazi, alors qu'il l'était manifestement pas. Enfin, je veux dire, Eichmann, il avait fait sa part, mais il n'était pas là. En fait, ce qu'on a voulu, c'est avoir en face de nous un monstre. Voilà, mais aussi... Tout à fait, des actes qui lui étaient reprochés, parce que là, on gêne ça. Oui, peut-être qu'on... Ça nous amène quelque chose. Je ne suis pas sûre qu'on en avait besoin, parce que de fait, Hannah Arendt, elle aboutit à la même conclusion. Oui, il faut l'exécuter, mais pas pour les mêmes raisons. Pas parce que c'est le mal radical. Elle ne voit pas le mal radical dans cet homme-là. Enfin, c'est vrai que le mal radical, bon, l'expression n'est plus adéquate, puisque... Elle ne l'utilise plus, elle dit, bon, parce que là, elle s'est rappelé ce que sa signification chez Kant et tout ça, donc elle ne veut pas faire de confusion, mais un mal extrême, quoi, quelqu'un qui soit vraiment, qui fasse le mal pour le mal, et manifestement, c'est complètement contradictoire avec tout ce que manifestait Eichmann. C'est pas le mal pour le mal, c'était pas une figure diabolique. Alors, moi, je ne suis pas sûre que c'était, même de la part d'Israël, la meilleure attitude de le considérer comme quasiment diabolique, parce que justement, ça lui enlevait presque sa responsabilité. Je veux dire, si c'était vraiment une nature diabolique qui ne voyait pas le mal comme nous, alors il était beaucoup moins responsable. Donc je ne comprends même pas très bien pourquoi on a voulu à ce point, effectivement, le diaboliser. Comme une forme d'exorcisme. Oui, peut-être, voilà. Peut-être qu'il y avait besoin, en fait, surtout de le charger. Mais c'est ça, l'idée du bouc émissaire. On le charge d'abord de tous les maux qui, en fait, ne sont pas tous de son fait, quoi. On le charge de tous les maux, et puis en exécutant ça, c'est comme si on avait fait disparaître tous les maux, quoi. Il y a peut-être un peu de cet exorcisme, comme vous dites. Je pense que c'est plus complexe parce qu'il y a... je pense, une analogie avec, pas une analogie, mais je pense que ça c'est une manœuvre essentielle pour devenir, il y a un livre, je ne sais pas comment c'est la traduction en français, l'époque du témoignage et tout ça, où il y a beaucoup de livres maintenant sur la posture du victime, comme une posture essentielle du discours politique moderne, et voilà. Et je pense qu'Israël, par l'ancienne figure des nouveaux juifs, donc les juifs combattants, pas plus les juifs du ghetto, tout faible, voilà. Et je pense que par ça, que c'est les juifs du 48, c'est les juifs de la première moitié du XXe siècle, Israël, à travers le procès Eichmann, il passe à une nouvelle figure de les juifs, que c'est les juifs victimes universelles, et de faire Eichmann les diables universels, c'est absolument essentiel à ces passages-là. D'accord. Je pense qu'il ne faut pas oublier que surtout le Mossad essayait d'avoir Mengele. Parce que Mengele représentait vraiment cette figure du mal absolu. Bien sûr. Et je pense qu'ils ont eu Eichmann parce qu'ils ont fait ce procès Eichmann parce qu'ils n'ont pas eu Mengele. Mais Mengele, ils l'ont quand même traqué pendant des années. Et Mengele, il a quand même... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fui d'abord grâce au réseau américain, grâce à l'Église, grâce au réseau nazi qui était en Amérique du Sud et tout. Et il n'a jamais été attrapé alors qu'il y avait beaucoup de monde qui était à ses trousses. Et je pense que ce procès, ça devait être le procès de Mengele. Mais moi, je voudrais revenir, je pense que tu as un peu écarté parce qu'il vient de ressortir un livre là, sur l'expérience de Milgram, de Stanley Milgram, qui justement a fait cette expérience par rapport à ce que Hannah Arendt a écrit. Et donc il a fait en correspondance avec ça. Il a fait aux États-Unis, et tu as raison de dire que on peut douter de l'expérience parce que c'est des gens, tout ça et tout, mais cette expérience a été reprise. Il y a une trentaine d'expériences dans le monde entier, donc tout ça, et il y en a une, moi, que j'ai lue, donc qui est dans la postface, qui est signée par Marianne Fazi. Le livre est très intéressant parce qu'il y a une préface et une postface par rapport au texte de Milgram. Et donc dans cette postface, voilà ce qu'on lit. En 1966, Solfing a étudié les réactions d'infirmières face à des ordres illégaux donnés par un supérieur. L'intérêt de cette expérience est d'avoir mis en évidence la prégnance des rapports hiérarchiques
au sein de l'institution hospitalière. Un médecin appelle une infirmière au téléphone, lui demandant d'administrer 20 mg de médicament, l'Astotème, à un patient. Cette injonction viole 4 règles. Elle est donnée par téléphone. La dose limite est dépassée 2 fois. Le médicament est présenté sous un nom inhabituel. Enfin, le nom du médecin est fictif et donc inconnu de l'autre genre. 95% du personnel soignant s'est présenté devant les chambres pour administrer cette piqûre. Donc l'obéissance à l'autorité, il est vraiment, je veux dire, ça prouve que moi ça me fait vraiment froid dans le dos, quoi. Ça veut dire que toute notre éducation, elle est faite pour qu'on obéisse à l'autorité, qu'on ne se pose plus de questions, quoi. Parce que quand 95% des gens vont faire un acte qui est contre le protocole même de ce qu'ils doivent faire, là il y a des lois, il y a des règles, il y a tout ça et tout. C'est sûr que ça pose question. Moi, ça m'a plus que l'expérience de migrant. Là, ça m'a vraiment secoué. Eichmann se revendique du respect de la loi, justement. Quoi? Eichmann se revendique du respect de la loi. Et là, tu dis que ces infirmières ont violé 4 lois pour répondre à l'autorité. Oui, mais le contraste. Oui, mais le côté, si tu veux, il se revendique aussi de l'autorité, c'est-à-dire du Führer. C'est-à-dire que le Führer, Annick a expliqué que quand Himmler donne un contre-ordre, c'est l'autorité suprême, c'est-à-dire l'autorité suprême qui sait, là, c'est le scientifique, c'est le public. Je veux dire, il faut quand même s'interroger de. Je pense pas que ça soit inné, cette obéissance à l'autorité. Je pense qu'il faudrait qu'on s'interroge sur le pourquoi de. Je sais pas moi, les gars qui ont largué les bombes atomiques, ils n'ont pas été conditionnés dans des états totalitaires. Non, mais pour revenir sur les. On parle de l'expérience de Milgram, il faudrait parler plutôt des expériences de Milgram, parce que sur l'expérience première, après, pendant plusieurs années, il a changé systématiquement le protocole pour isoler telle et telle composante de son expérience, pour justement apporter des réponses autres qu'on est tous soumis à une autorité, point, basta, etc. On est tous commettre l'erreur. Et petit à petit, il y a d'une part ça qui a été fait dans son expérience, qui était intéressant. Par exemple, il étudie la proximité entre le donneur d'ordre et la personne qui l'exécute, et voir justement les taux d'obéissance évoluer, en général baisser, si l'ordre était donné par quelqu'un qui était à l'arrière ou qui était par téléphone, etc. De même, la proximité, le taux d'obéissance était différent selon si la personne qui balançait les décharges électriques pouvait voir la personne qui les recevait, le binôme, ou au contraire s'il y avait un mur et s'il n'entendait que ces hurlements, voir s'il n'entendait rien du tout. Donc tout ça aussi, je pense qu'il ne faut pas voir aussi non plus l'approche de Milgram comme simplement une constatation brute et c'est très basique de le considérer comme on est tous conditionnés à l'autorité. Toutes ces expériences ont permis aussi d'apporter des réponses sur les conditions et les circonstances qui amènent à ça. Une dernière chose sur les expériences de Milgram qui sont très intéressantes et dont on parle moins, c'est moins sensibiliste, c'est que dans les protocoles, systématiquement aussi, il allait voir plusieurs mois après les personnes qu'il avait piégées, et il y avait tout un questionnaire pour voir justement comment la personne se percevait, parce que justement c'est lors de cet entretien-là qu'il dévoilait la supercherie aux personnes, et voir justement les réactions, et entre autres, c'est peut-être un peu concomitant, c'est pas exactement le sujet, mais aussi quelles étaient les réactions de protection pour ceux qui avaient balancé les décharges du chevaux, ou au contraire, quelles étaient les réactions des mois après, et pour certains étaient persuadés, par exemple, il y a des témoignages où certains étaient persuadés de s'être arrêtés à 100 volts alors qu'ils étaient allés jusqu'au bout. Et ils étaient sincèrement persuadés. Il y a aussi ça, donc tous les phénomènes de protection psychologique qui sont faits. Donc c'est juste, bon, je ne vais pas le temps, mais c'est juste les ventes de Milgram et d'autres, parce que d'autres nous ont repris. Il y a toute une variété par rapport au principe de base, qui permettent quand même, je trouve, c'est pas uniquement pour la personne qui est spécialiste. Bon, après, en tant que sociologue, il s'est cantonné à son domaine de la sociologie, la psychologie, la philosophie, etc. Il y a d'autres réponses à apporter, mais au moins là-dessus, sur isoler ne pas s'arrêter juste à nous sommes tous destinés à obéir pour peu qu'il y ait une autorité, je caricature, mais quelqu'un qui doit être plus fort. C'est beaucoup plus subtil que ça, et justement, les conclusions apportent vraiment des
solutions, des réponses sur les circonstances, les circonstances qui amènent à ça, beaucoup plus subtiles que ce qu'on peut écouter d'habitude. Oui, enfin, pour moi, l'objection massive à ces expériences, c'est justement que ce sont des expériences, c'est-à-dire que justement, les gens savent qu'ils sont soumis à une expérience, alors que ça n'a rien à voir avec la vie réelle, et je pense que ça fausse les données comme l'expérimentation animale fausse les données par rapport à l'animal dans son milieu naturel. Donc, pour moi, c'est l'objection principale, c'est que quelqu'un ne réagit pas de la même façon quand il sait qu'il est là pour faire une expérience, même s'il ne sait pas très bien sur quoi on l'observe. Mais c'est pas pareil que de se dire là je suis dans la vraie vie et il se passe des choses sur lesquelles je dois, tu vois. Et sans compter aussi que c'est des choses les réactions à des situations politiques, elles prennent du temps à s'installer. C'est des choses qui viennent petit à petit. On a le temps d'en parler avec d'autres, on a le temps d'évaluer ce qui se passe. Enfin, je pense que c'est très 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 différent. Même si, bon, bien sûr, bien sûr, on peut pas nier qu'il y a justement des automatismes ou des soumissions, mais... Dans le cas de l'expérimentalité, les infirmières, justement, elles ne sont pas du tout informées. Elles remplissent en fonction de son lien. Oui, mais sans vouloir rentrer dans les détails, tu vois, tu peux dire, bien sûr qu'une infirmière, elle sait que c'est le médecin, bien sûr que c'est le médecin qui sait quelle dose, etc. C'est lui qui décide, c'est lui qui évalue, c'est lui qui a la connaissance, bien sûr. Si on lui dit, c'est cette dose-là qu'il faut, elles vont pas dire, non, c'est pas la dose habituelle. Non, enfin, je sais pas, je trouve que tout ça est très discutable et que c'est très difficile de généraliser à partir d'un cas, justement. Un cas qui est très précis où tu peux dire, c'est peut-être dû à cette situation-là. Je ne sais pas. En même temps, je ne veux pas contester radicalement. Mais je trouve que, tout ce qui est justement mettre les gens dans, je ne sais pas. Il faut pas comparer des micro-situations comme celle-là où les enjeux sont pas énormes avec la réaction à l'installation d'un régime. Nazi, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas de commune mesure. Des gens qui pourraient réagir effectivement de manière assez automatique parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir dans une situation où l'enjeu n'est pas énorme, ne vont pas agir de la même façon dans une situation où l'enjeu est gravissime. Donc, je trouve que oui, ça complète l'information, mais ça... C'est pas ça qui va changer... c'est pas ça qui va nous faire mieux comprendre, en tout cas, comment une situation politique comme ça peut s'installer. Je voudrais revenir sur l'histoire des infirmières, parce que je suis infirmière, donc c'est des situations qu'on peut vivre aussi dans notre travail, dans notre quotidien. Là, à contrario de ce qui était dit avant, ce qui me gêne justement dans ce qui est cité, c'est qu'on ne connaît pas le contexte, on n'est pas là dans une expérience justement. On ne connaît pas le contexte et on ne sait pas comment dans son ensemble, comment cette situation est arrivée. Est-ce que les infirmières étaient stressées? Est-ce qu'elles subissaient déjà des pressions d'autre part? Est-ce que toutes les données ne sont pas données là? Et c'est vraiment gênant de sortir une situation comme ça et d'en faire une généralité. Non, mais c'est pas une généralité du tout, c'est une expérience, voilà, c'est pas... Oui, mais il manque beaucoup de données à cette expérience. Comment? Il manque beaucoup de données à cette expérience-là, dans ce qui est livré là. Non, mais on peut conduire le même raisonnement pour Eichmann. Est-ce qu'il était stressé? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Oui, mais ça s'étend sur toute une vie et sur des années, disons, voilà, c'est très différent. Là, il a eu le temps de réfléchir. Il y a eu de multiples moments où il aurait pu reculer. D'ailleurs, Hannah Arendt le dit à un certain moment, quand il disait qu'il ne supportait pas d'aller voir les camps de concentration, mais il aurait pu aussi demander de changer de service, il aurait pu demander de changer de poste. Au niveau où il était, il n'aurait pas été blâmé, il aurait été changé de poste. Mais alors pourquoi il s'y est maintenu? Donc il a eu des occasions manquées, et donc dans la longueur, on peut dire qu'il y a vraiment quelque chose de significatif. D'ailleurs, quelque part, il le justifie en disant si c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre qui serait encore plus actif que moi. Il y a une réflexion. Et un mécanisme pour se déculpabiliser. Oui, a posteriori, c'est ce qu'ils ont tous utilisé a posteriori pour se déculpabiliser. Enfin,
essayer de détourner les accusations. Ouais. Mais pour revenir à la philo, Arendt, elle a fait sa thèse sur l'amour de Saint-Augustin. Oui, oui. C'est bien ça. Mais il a parlé aussi du mal. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'elle n'a pas utilisé certaines argumentations de Saint-Augustin concernant le mal pour étayer sa démarche philosophique? En fait, non, pas directement. Elle revient dans la vie de l'esprit sur tout le rapport entre le mal et la volonté et le libre arbitre, en fait. Puisque dans le christianisme, le libre arbitre est affirmé surtout pour donner la responsabilité du mal à l'homme et pas à Dieu. Donc, mais bon, et donc elle revient. D'ailleurs, Augustin, il a une théorie un peu différente aussi de la volonté. Donc elle revient sur tout ça à propos de la vie d'esprit, mais elle ne l'utilise pas pour comprendre comment se développe le mal dans une société, parce que de fait, il ne parlait pas de ça. Je veux dire, il n'y a pas cette idée de le mal qui est installé dans les lois d'une société et répandu chez tout le monde, devenu finalement l'idée dominante, quoi. C'est une situation inédite, en fait. Personne n'en a parlé. Là-dessus, elle insiste souvent plutôt sur le fait que c'est une situation qui ne s'est jamais produite avant à ce point et que donc on est obligé de réfléchir depuis un point de départ, depuis un nouveau commencement, justement. On est obligé de prendre un nouveau commencement de la réflexion. Et elle utilise un petit peu Kant, mais c'est très limité. Même Kant, qui est beaucoup plus près de nous, qui a quand même... les écrits de Kant sont impuissants contre une question comme celle-là. Saint-Augustin a lutté contre la torture. C'est quelqu'un qui s'est élevé contre la torture dans le droit romain. Il a dit la justice pour obtenir des aveux extorqués par tous les moyens de torture. Et Saint-Augustin s'est élevé contre cela en disant que, en fait, les gens d'abord disaient n'importe quoi. Bien sûr. Mais là, on avait aussi quelque chose de l'inscription du mal dans un droit, dans une façon de faire, dans la justice. Mais il faut bien comprendre que tout ça, c'était pas considéré comme du mal. Donc, le problème, c'est évidemment, je crois qu'on va forcément arriver à ce constat que personne ne fait le mal volontairement, même les États. Les États, ils font toujours, même le largage de la bombe atomique, c'était soi-disant mieux que si on avait laissé la guerre continuer encore plus longtemps, il y aurait eu encore plus de victimes et ça aurait été encore plus destructeur. C'est l'idéologie, c'est ce par quoi se défendre. Et les pilotes des avions qui ont largué les bombes, jusqu'à la fin de leur vie, qu'ils ont passé très tranquillement, sans problème de conscience, ils ont dit c'était le meilleur choix à faire, c'était le moindre mal. Ils ont dit ça. Ils en étaient persuadés, et c'était parce que c'était la version de l'État que c'était le moindre mal. Et je pense dans le cas aussi de toutes les cruautés d'État, c'est toujours l'argument du moindre mal, c'est toujours parce qu'il va sortir quelque chose de mieux. On justifie toujours comme ça la torture. On torture quelqu'un parce que grâce à ses aveux, on va pouvoir en sauver d'autres. C'est toujours comme ça qu'on le fait, qu'on justifie. Donc le problème, c'est qu'on ne justifie pas le mal. On dit qu'il vaut mieux un petit mal qu'un plus grand. C'est toujours comme ça qu'on le justifie. C'est là que c'est plus difficile c'est plus difficile de contredire et de dire parce que comment vous mesurez deux mots l'un par rapport à l'autre? Est-ce que c'est juste une question de quantité? Comment vous le mesurez? Ou bien est-ce que vous pouvez opposer un qui est certain et un qui est hypothétique? C'est plus compliqué, c'est difficile à juger. Et c'est pour ça aussi qu'elle dit toujours qu'il faut juger en situation, qu'il faut toujours tenir compte des circonstances et qu'on ne peut pas mettre une règle générale. Non seulement cette règle n'a jamais existé, mais il ne faut même pas la créer. On ne pourra jamais donner une règle générale où on pourra dire ça c'est le mal, il ne faut pas le faire. C'est impossible, ça dépendra toujours de la situation. C'est quand même c'est une dimension importante. On ne pourra jamais se passer de ce jugement adapté à la circonstance. Et donc effectivement, à un certain moment, le jugement a été adapté pour dire ces tortures ne servent à rien, c'est pas un moindre mal, c'est un mal inutile. À partir du moment où on peut le faire passer pour inutile, inutilement cruel, bon, oui, c'est mûr pour le supprimer. Mais ça fait froid dans le dos quand même. Tout ça. C'est pas ici que vous le découvrez. J'avais juste le texte de Anders, ça m'a rappelé un événement dans mon travail.
donc, où j'avais essayé de voir donc, les directeurs pour faire des réunions avec tout le personnel pour expliquer pourquoi le but des projets, les objectifs. Et au début, ils étaient réticents, ils disaient à quoi ça sert, on perd du temps, ça va empiéter sur d'autres travaux. Finalement, on l'a fait quand même. Et à la sortie, la plupart des gens ont dit mais à quoi ça sert, j'avais mieux à faire, de toute façon ça ne m'intéresse pas. Et la première phrase, alors je compare pas, je ne sais pas, le capitalisme, peu importe, mais je ne sais pas si c'est de même nature, mais il y a quelque chose quand même qui vient en écho là-dedans. Mais par rapport à la déshumanisation, enfin, je veux dire, c'est la même expérience de déshumanisation, enfin, de déshumanisation volontaire, c'est-à-dire un être humain qui refuse d'être un être humain, c'est-à-dire qui refuse d'utiliser ses capacités humaines de poser lui-même ses propres fins, dans ce cas-là, de savoir quel est le sens de ce qu'il fait. Mais ça, effectivement, ça fait partie de la critique du travail, je veux dire, de l'organisation du travail qui est telle que on ne demande plus le sens. Et même si vous le demandez, on ne vous le fournit pas la plupart du temps, ou même il n'en a pas, bien souvent. Donc, oui, c'est effectivement très lié. C'est très important que cette critique du travail, au sens où on perd les facultés humaines, est la même que la critique de situation politique où on perd le sens des capacités humaines. Je dirais que c'est de même nature. C'est de même nature, si ce n'est que ça n'a pas à voir avec le mal. Il n'y a pas le même objectif. Voilà, c'est pas à voir avec le mal, mais ça a à voir avec le fait de est-ce que je me pose comme une personne qui décide de sa vie, qui décide de ses actions, ou pas. Voilà. C'est ça qui est commun. Ouais. Et de sa part qui est tout à fait conscient, bien sûr. Du coup, ça m'évoque ce que vous avez dit sur la société devenue une masse de travailleurs dont on peut prévoir les comportements. Mais du coup, le fait des 95% de l'expérience de Milgram, j'ai l'impression que ce serait contesté, enfin pas contesté, mais je sais pas comment dire, par la vision d'Hannah Arendt. Ou alors ce serait plus une confirmation justement du problème de l'organisation du travail que d'autre chose. Dire l'infirmière, elle est là pour relayer l'ordre du médecin. Donc c'est le problème du fait qu'elle est un rouage et qu'elle n'a pas à réfléchir sur ce qu'on lui donne comme ordre. C'est plutôt presque une critique plus de l'organisation du travail que d'une critique de l'obéissance en tant que telle, je veux dire en tant que sur la manière dont on est responsable de nos actions, etc. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, ça se rejoint. Sur la question de la déshumanisation, moi je conseille de lire ce très beau livre qui s'appelle La Révolution culturelle nazie et qui montre comment le parti, les nazis, Hitler et les cadres nazis ont déshumanisé la société allemande pendant des années pour arriver à ce qu'ils ont, pour arriver à la solution finale. Et c'est marrant parce que là-dedans, il parle justement, il y a tout un chapitre à l'école de Kant, comment ils ont récupéré Kant au niveau dans les universités et tout, pour justement l'appliquer à leur logique. C'est très bien expliqué, il y a plusieurs petits chapitres. C'est à lire parce que ça renvoie quand même à ce qui se passe aussi actuellement, c'est-à-dire sur cette déshumanisation qui est constante, dont Annick rappelait, maintenant la guerre ne se fait même plus par des gens qui sont en hauteur au-dessus de la ville, elle se fait par des gens qui sont à des milliers de kilomètres devant un écran vidéo et qui jouent, quoi, qui on leur demande de faire aussi. Oui, mais qui en tombent malades, parce qu'ils ont des symptômes très, très importants. S'ils en tombaient tant malades que ça, il y en aurait beaucoup moins qui... Et ça change, il y en a d'autres qui vont les remplacer, mais ils tombent malades, un peu comme celui qui a jeté la bombe. Mais non, justement. Justement, en fait, les deux qui ont jeté la bombe, ils ne sont pas tombés malades, ils sont restés la conscience tranquille jusqu'au bout. Celui qui est tombé malade, c'est celui qui avait fait la reconnaissance météo et qui avait dit « Ok, le ciel est dégagé, vous pouvez y aller ». Mais lui, en fait, il s'avère que quand même, il n'était pas tout juste déjà avant, quoi. Donc, c'est un peu... Mais c'est vrai que c'est lui qui a... Des choses sur les gens qui tirent les drones, trucs, eux, ils sont pas très tranquilles non plus. Hein. Ouais, c'est plutôt rassurant, ça. Ça laisse des séquelles.
Mais sur l'idée de la progression, du fait que ça s'est installé progressivement, ça c'est super important parce que ça veut dire justement que plus c'est avancé, plus il est difficile de lutter contre. Et que donc plus tôt on proteste, mieux ça vaut. Et c'est pas pour rien que les premiers liquidés, dès les années 33-34, les premiers liquidés c'était tous les opposants déclarés. Ceux-là, c'était les premiers qui avaient disparu dans les camps ou qui avaient été obligés de fuir. Mais ça, c'est vraiment important, quoi. Dès que les premiers symptômes arrivent, il faut s'opposer parce qu'après, ça devient de plus en plus difficile. Il y a quand même quelque chose d'intéressant dans l'expérience de Milgram, c'est que ceux qui n'ont pas obéi, qui ont étaient plutôt des marginaux, des instables dans la société. Ouais. Ça viendrait confirmer l'idée de quelqu'un qui n'est pas aussi habitué à approuver les valeurs dominantes, la hiérarchie établie, et voilà. Ouais. Bon, on aura l'occasion de poursuivre la semaine prochaine.